La 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 la. Bonjour Yann Golgiewicz, merci de recevoir l'équipe de Locaux aujourd'hui. Merci Hélène, à vous. Et tout d'abord, c'est quoi un contre-ténor? Une contre-ténor, c'est une voix de ce qu'on appelle une voix de castrat de l'époque. Ces enfants qui chantaient très aigus, qui ont des voix très 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 aiguës. Et en fait, c'est à l'époque du XVIIe et XVIIIe siècle où ces voix très très aiguës de garçons en fait. Et c'est ça en fait cette voix de contre-ténor de l'époque. Et ce qui était terrible évidemment à cette époque-là, c'est que pour garder ces voix un peu de rockers d'opéra, comme on appelait ça, parce qu'ils avaient un ambitus vocal incroyable, une voix qui montait très très haut, on les mettait dans la marmite bouillante pour évidemment plus avoir de sexe. Pour Enfin, c'était empêcher le développement. empêcher le développement, tout à fait. Donc c'était terrible parce c'est vraiment les rockers de l'époque. Les rockers qu'on a aujourd'hui, c'est les rockers du XVIIe. Et vous-même, cette voix, quand est-ce que vous en avez pris conscience? À l'âge de 6-7 ans. Donc ma mère m'a fait découvrir un disque de Barbara et de Maria Callas. Et j'ai été très très troublé, très ému par ces chanteuses. Alors pas par la voix, mais parce que j'ai trouvé qu'il y avait une émotion, une faille, une fragilité chez ces femmes qui m'a énormément touché et qui m'a vraiment bouleversé en fait. D'accord. Et c'est comme ça que c'est comme ça que ça a été fait. Et j'ai dit à ma mère m'a dit bah, est-ce que tu as envie d'aller voir un spectacle? Et elle m'a amené voir Carmen de Bizet à l'opéra. Et en fait tout a commencé comme ça. D'accord. Tout a commencé vraiment sur cet univers-là. Parce que c'est un travail particulier, c'est une technique particulière, la voix de contre-ténor. Donc vous avez suivi un cursus au conservatoire. Normal. D'abord les chœurs des enfants de l'Opéra de D'accord. Montpellier, après le conservatoire de Montpellier en clarinette et en chant. Et ensuite je suis parti à la maîtrise donc, à Paris. Et après à Paris, c'était le CEPMA, donc à Toulouse, en musique baroque, D'accord. avec Enrico Gatti, toute une équipe de baroqueux, pour travailler justement tout ce répertoire, ce travail de création sur cette voix de contre-ténor. D'accord. Alors les choix musicaux que vous avez, ils ne sont pas forcément habituels parce que la voix toute tracée du contre-ténor, c'est le baroque. Eh oui. Donc ces choix différents, ces orientations, ces mélanges, ils n'étaient pas induits. Vous les avez provoqués, vous les avez Oui. devinés, comment? En fait, c'est grâce à ma famille. Ma famille, et mon père est compositeur et chef d'orchestre, ma mère est chef de chœur, ma sœur, c'est la professeure de chant du Conservatoire supérieur de Paris, dont Julie Fuchs, Sabine de Vienne et toutes les grandes chanteuses qui ont gagné les victoires de la musique classique. Mais en fait, ils m'ont inculqué ce côté populaire. Et j'ai dit, tiens, bah, c'est chouette, quoi. C'est vraiment... tout le monde peut faire de la musique. Pourquoi je ferais que de l'opéra, du classique et du baroque? Pourquoi je ferais que Vivaldi, Handel, Bach, Buxtehude, mais j'adore la musique baroque évidemment. Et je me suis dit, mais le public, on voit qu'il aime chanter dans les salles, qu'il aime fredonner des chansons, on le voit à la radio. À la radio, tous les gens sont dans leur voiture, ils vont au ski ou ailleurs, et ils sont tous en train de chanter dans leur voiture. Donc j'ai dit, tiens, mais la musique c'est pour tout le monde. Donc allez, pourquoi pas tenter un chemin de traverse. J'appelle un chemin de traverse. Et on a commencé par j'ai commencé par les comédies musicales américaines, D'accord. c'est-à-dire les Bernstein, les Side Story. Oui, je me suis dit, et en fait c'est comme ça que ça D'accord. a commencé cette Parce que ouverture. l'expressivité de la voix de contre-ténor, elle est induite dans les partitions Oui. baroques. Elle est plus difficile à trouver dans la variété ou dans la pop. Tout à fait. Comment vous travaillez ça? C'est tout à fait vrai. J'essaye d'être au plus près de la musicalité et de l'émotion de l'artiste. Quand on chante par exemple Zazie, ou quand on chante tout d'un coup Whitney Houston qui n'a rien à voir, il faut comprendre leur histoire, qu'est-ce que veut dire la chanson, pourquoi je vais aller dans cet univers-là. Et pour moi, il y a trois palettes de couleurs différentes. C'est-à-dire la performance, c'est-à-dire toutes les Patricia Petitbon, Nathalie Dessay, qui sont des chanteuses classiques, mais quand on voit des gens comme Whitney Houston, Maria Carey, toutes ces voix incroyables qui sont capables de faire des performances incroyables, ça m'a plu. Ensuite, il y a tout ce qui est authenticité, sincérité, émotion. J'aime émouvoir les gens.
Donc quand on chante Barbara ou Michel Legrand ou des chansons qui touchent le public, il faut amener encore plus d'émotion et de sensibilité pour les prendre au corps. Et puis après, il y a ce jeu du contre-ténor, parce qu'on le voit dans l'opéra, de ce travestissement que je ne fais pas. Là, vous voyez le costume, et je ne me travestis pas, mais il y a ce côté où, dans Le Prince Oflowski de Strauss, dans La Chauve-souris, dans Britten, Le Songe d'une nuit d'été. Donc, il y a des... parce qu'elle trouble cette voix. Donc, il faut trouver des palettes de couleurs musicales par rapport à ça. Tout à fait. Et d'un point de vue technique, passer de ces différents registres à l'intérieur d'un même concert, ça demande un travail de folie. Voilà. Puisque la technique d'opéra, c'est vraiment la technique d'opéra. C'est vraiment le travail du souffle. Mais tout ça, c'est tout le travail du souffle. Moi, je travaille avec une paille pour le travail du souffle et de la colonne vertébrale. Pour moi, c'est la base. Les gens qui ne connaissent pas la paille, je les invite à découvrir urgemment s'ils veulent être chanteurs. Oui, ceci dit, la maîtrise de la technique de la paille ne s'improvise pas. Hein. Ça, c'est vrai. C'est tout un vrai travail avec un phoniatre. Tout à fait. Voilà, c'est vraiment... moi, j'ai eu la chance d'avoir Benoît Ami de la Bretèque qui a été mon phoniatre, qui est formidable, qui va faire un travail justement pour le passage quand j'étais enfant, pour la mue. Justement par rapport à la voix à cette voix de falsetto. Vous travaillez en mécanisme de... Tout à fait, absolument. Voilà. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on est sur la chanson, il faut qu'on s'abandonne, on se libère. Donc dernièrement, il y a eu le concert en effet de Patricia Poutibon, que j'adore, où justement elle se libère. Il y a une sensibilité jusqu'à la fragilité, jusqu'à ses failles. Et moi, je trouve que quand un chanteur a des failles et une fragilité, c'est là où il excelle. C'est là où les gens sont totalement pris, quoi. Ils sont pris d'intensité. C'est incroyable. Et moi, c'est ça que j'aime. Alors, vous parlez des gens. C'est qui votre public ? Il doit être aussi multiple, en fait. Le public, il est vraiment chouette parce que le public, le public est de tout âge et ça c'est formidable. On a eu des enfants qui sont venus sur cette tournée, qui sont incroyables et qui justement, pour eux c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, jamais entendu. Une voix comme ça chanter Whitney Houston, chanter de la pop, de la chanson, ils connaissent pas. Lady Gaga, Sia, Rihanna avec une voix contre-ténor. C'est une surprise pour ces enfants. Donc, les choses qu'il dit, c'est vraiment une voix très très aiguë. C'est son costume, c'est le chanteur avec le costume, avec la voix très très aiguë, qui va transporter, parce que j'aime transporter le public, et j'aime aussi m'amuser avec le public. Donc il doit y avoir une interaction avec le public, un jeu avec les gens. Quand on chante ABBA et quand on chante Queen, les medleys, on a fait des medleys incroyables d'ABBA et de Queen. C'est génial parce que je vais dans le public, je chante avec eux, je m'assois et on partage des moments. C'est important, cette interaction avec le public. Donc l'âge des gens, c'est vraiment, ça va de mon public, en tout cas ce qui est sûr là, aujourd'hui, c'est des gens de 30, 70 ans, voire 80 ans, parce que c'est un public familial. Pourquoi ? Parce que c'est une voix comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui viennent découvrir, qui ont découvert surtout la tournée Vertige Vocal, sont venus parce que c'était le répertoire et qu'ils ne connaissaient pas ces voix. Pas du tout. C'est votre répertoire qui les a fait venir. Qui les a fait venir et qui leur a fait découvrir ce type de voix. Pour des gens qui ne me connaissent. Je parle des gens qui ne me connaissent pas. Le nouveau public. Voilà, le nouveau public. Après, mon public, moi, il me suit, quoi que je fasse. Mais oui, c'était vraiment très chouette de discuter avec les gens chaque fois à la fin des concerts. C'est important que les gens vous disent leur ressenti. Et évidemment, nous, on n'est rien. Hein. On est là pour apporter de l'émotion, qu'ils passent une soirée à un concert merveilleux et qu'ils en aient plein les yeux et les oreilles, donc une lumière musicale, je dirais. Et c'est toujours troublant quand le public vient vous voir à la fin et vous dit ce qu'il en a pensé. Et on est ravis parce qu'en effet, cette diversité musicale plaît à tout le public. Tout le monde se retrouve dedans. Parce qu'on a mis un côté chanson, un côté tango, un côté pop, un côté musique de film, un côté baroque, un côté opéra.
Donc chacun se retrouve dans des petits bouts musicaux et qu'ils connaissent tous. Chacun se retrouve et chacun découvre tout à peut-être fait. aussi Complètement. les baroqueux découvrent C'est ça. de la pop. C'est ça. Et c'est toujours touchant quand les classiques, les baroqueux viennent vous voir en vous disant ce Vivaldi, ce Handel que vous avez fait, on a été bouleversés, troublés, touchés, et en même temps, quelle surprise d'entendre ce répertoire est formidable. Donc on se dit, tiens, il y a une passerelle. Il y a une Même passerelle. Plusieurs passerelles. Ouais. Vous êtes aussi très très impliqué dans le caritatif, la lutte contre la maladie des enfants, le soutien aux enfants hospitalisés. Oui, ambassadeur pour la lutte contre le cancer, pour la Fondation de la recherche médicale, pour évidemment le soutien aux jeunes exclusion, pour le refuge pour les jeunes gays vis-à-vis de leurs différences. C'est très important pour moi. On n'est pas dans un bureau, Hélène. On n'est pas à l'usine, on ne va pas travailler dans l'administratif. Donc, si nous, on peut donner un peu de notre temps, notre énergie pour les causes qui nous sont fondamentales. Moi, je vais chanter pour les enfants dans les hôpitaux. On arrive à donner des dons. Je parle avec les chercheurs, les professeurs au niveau de la chirurgie, pour voir un peu toute cette application. C'est important d'être impliqué, d'être un acteur du territoire et de s'impliquer par rapport à en tout cas, ces causes, moi, qui me tiennent à cœur. Le cancer, c'est quelque chose qui est, hélas, aujourd'hui encore dramatique. La Fondation de la recherche médicale, donc le cancer avec Dubois et toute son équipe, la Fondation de recherche médicale avec évidemment Gilles Roche et toute son équipe formidable, parce que c'est sur l'Alzheimer, le cancer, la mucoviscidose, les maladies génétiques, les cardiovasculaires, les maladies infectieuses. Donc, si nous, on peut donner un peu de notre temps pour aller dans les hôpitaux, pour donner un peu, c'est notre nom bien sûr, mais c'est important d'aider ces gens en souffrance pour parce moi. Parce que vous recevez beaucoup. Je reçois énormément. Pourquoi en me demandant pourquoi évidemment je le fais. Ma grand-mère est morte il y a peu de temps, à 105 ans, et elle a été déportée à Auschwitz et elle a reçu la Légion d'honneur, la médaille de la ville de Paris. Et j'ai vécu avec eux à Paris. Ils m'ont inculqué cette détermination, ce courage d'aider les gens. Quand je pense qu'elle se lavait avec de la neige pendant l'hiver pour ne pas rattraper le typhus quand la Gestapo faisait les tours dans les bunkers. Ça me marque tout ça. Et je me suis dit, si ma grand-mère a fait ça, je pense que c'est une transmission. Elle m'a inculqué en fait cette transmission pour aider ces gens qui souffrent. Et pareil, on est en 2020, chacun peut vivre de sa sexualité, d'accord ? Chacun a le droit à sa vie. On ne va pas juger quelqu'un parce qu'il va être avec une fille ou avec un garçon ou autre. C'est complètement incroyable. Et la tolérance est importante. Ces jeunes qui se font virer de chez eux parce qu'ils sont gays, parce que le père a vu qu'il y a eu une carte ou une lettre, on se dit ah là là, c'est le drame, c'est national. Ils sont complètement démunis, ils ont 16-17 ans, c'est une catastrophe. Donc merci le refuge, merci à Nicolas Nouguet, Frédéric Gall et toute la compagnie Claire, tout le monde fait un travail formidable dans cette association pour aider ces jeunes, pour les appartements, pour le côté psychologique, pour le côté de leur trouver aussi du boulot, pour pas qu'ils se sentent seuls, se sentent comme dans une famille. C'est important. Des références, des identifications possibles. Totalement, aussi. Complètement, bien sûr. Pour eux, c'est important de se dire... de se dire, j'ai des soutiens absolument, multiples. Complètement. Il y a des sportifs, il y a des chanteurs, il y a des acteurs, il y a tout le monde, il y a des danseurs. Alors évidemment, c'est pas sur le devant de la scène que c'est très caché encore tout ça. Mais on est là peu de temps sur cette terre. Donc il faut vivre les moments incroyables. Et ils ont un message important à passer. Donc en effet, voilà, ces soutiens pour moi sont importants. Je pense aussi évidemment aux amis, je pense à Betty Mercier pour Étincelle, je pense à Barbara Pass pour la Montpelliéraine, pour le cancer des femmes.
c'est important. Toutes ces causes et tous ces gens qui sont là, j'ai donné toute une année de concerts offerts dans toute la France avec Octobre Rose pour les femmes atteintes du cancer. Quand les femmes viennent vous voir la fin du spectacle, en vous disant on va se battre, Monsieur Goldschmidt, on vous a entendu. Quand vous savez que votre musique et votre voix est dans les hôpitaux, on est donc dans la musicothérapie et qu'elle fait du bien aux patients. Ce qu'a écrit le professeur Pujol. C'est pas moi, c'est les gens. Je le vois en contact avec eux. Là, on se dit, on ne fait pas ce métier pour rien. Tout à fait. On a quelque chose à donner et voilà. Et pour moi, c'est ça, être un artiste, c'est être un acteur culturel du territoire, une voix, un directeur artistique, vraiment pour vraiment faire prendre conscience aux gens que d'être ensemble, c'est formidable, d'être en équipe, c'est formidable. Pour moi, c'est ça qui est important. Bien, et pour conclure cet entretien, quelle est la question qu'on ne vous pose jamais et que vous rêveriez qu'on vous pose? Oula, ça c'est une question incroyable. Je ne m'attendais pas à ça. Mais c'est une bonne question qu'on ne pose jamais. Oui, que vous rêveriez qu'on vous pose. Ah oui, si un jour je chanterais sur la Lune. Alors? Qui sait? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup. La 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 la.